bonjour à tous. Merci de l'intérêt que vous avez porté à ce webinaire. Je vais commencer on va commencer par se présenter. Donc, je m'appelle Mylène Bardon, je suis avocate associée du cabinet Anodis, qui est dédié aux professionnels de santé. Et donc, on intervient tant sur les aspects de structuration que sur les aspects contentieux, avec vraiment une activité très large au profit des professionnels de santé. On est également partenaire d'un réseau d'avocats en santé. Et mon associé Anne-Laure Géraudot a fondé un podcast qui s'appelle Doctopreneur pour encourager les professionnels de santé à entreprendre, ou en tout cas pour leur donner des exemples inspirants. Donc voilà pour l'activité de mon cabinet, le cabinet Anodis, et je vais laisser la parole à Julie Copin, ma consoeur, avec qui co-anime ce webinaire. Merci Mylène. Bonjour à tous. Donc Julie Copin, je suis avocate fiscaliste depuis un peu plus de 12 ans et donc j'accompagne les professions libérales et tous dirigeants dans leurs problématiques fiscales, que ce soit perso ou pro, parce que souvent c'est très lié. Donc en impôt sur le revenu, en impôt sur les sociétés, voire en transmission et en organisation patrimoniale. Voilà, donc peut-être, Mylène, peux-tu expliquer vraiment pourquoi on a choisi d'organiser ce webinaire et quels sont les enjeux derrière cela? Alors effectivement, j'ai proposé à Julie Copin d'organiser ce webinaire avec moi, puisque donc le cabinet accompagne quand même beaucoup de dentistes et globalement de professionnels de santé lorsqu'ils veulent structurer leur activité ou alors complètement la céder pour partir à la retraite ou pour déménager. Et en fait, ces opérations, elles engendrent des coûts, alors de conseil, de rédaction, mais également des coûts des coûts fiscaux. Et donc depuis plusieurs années, les chirurgiens dentistes bénéficiaient d'avantages fiscaux qui permettaient de réduire les frottements fiscaux sur ces opérations. Et malheureusement, ces avantages fiscaux qui étaient quand même très bénéfiques pour eux vont disparaître très prochainement. Et donc c'est vrai qu'aujourd'hui on est confronté à une nécessité d'accélérer les opérations, notamment de cession, lorsqu'un plus jeune confrère veut reprendre l'activité d'un confrère plus âgé. Et donc il est important pour nous d'alerter nos clients sur cette nécessité d'accélérer un petit peu le mouvement. Voilà. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on entre dans le vif et que Julie nous explique concrètement quels sont les avantages fiscaux actuels qui vont disparaître, et ensuite on abordera ce qui pourra être proposé par la suite. En effet, moi aussi, je constatais que nombreux professionnels libéraux prenaient pas nécessairement le temps de structurer et d'optimiser leur situation fiscale par manque de temps, par manque d'infos, etc. Et nous, on a vraiment une boîte à outils dans laquelle nous venons collecter ce qui est optimal pour vous, pour que vous ayez une structure qui corresponde le mieux à la situation du praticien, évidemment à moindre coût fiscal. Et un de ces outils qu'on met à disposition, c'est justement la possibilité d'amortir son fonds libéral. Et qu'est-ce que ça veut dire concrètement? En fait, fonds libéral, on va résumer en disant patientèle. C'est une niche fiscale qui avait été créée au moment du Covid parce que justement, on voulait relancer l'installation des professionnels médicaux, et cette mesure prend fin le 31 décembre prochain. Donc, c'est pour ça qu'il est vraiment intéressant d'accélérer la mise en place de ce dispositif. En fait, pour vous expliquer concrètement, donc, chaque année, vous êtes imposé sur vos bénéfices diminués de vos charges. Et là, en fait, en cas d'acquisition d'une patientèle auprès d'un confrère ou dans le cas d'apport de votre patientèle à une société dans le cadre d'une association, vous pouvez passer en charge, en fait, une fraction de la valeur de votre patientèle, pendant 10 ans. Autrement dit, si par exemple, vous venez acquérir ou apporter une patientèle de 200 000 euros avant le 31 décembre, ça veut dire que chaque année, vous pourrez diminuer votre bénéfice imposable
d'un dixième de 200 000, soit 20 000. Donc, c'est plutôt très intéressant. On a rarement des charges de ce montant à faire passer. Et donc, quelle est la conséquence en termes d'économie d'impôt? En fait, en cas de bénéfice imposable à l'impôt sur le revenu, donc par exemple, si vous êtes toujours sous forme d'entreprise individuelle, cela représente une économie d'impôt sur le revenu de 9 000 euros par an, soit 90 000 euros sur 10 ans. Donc, c'est assez important. Et dans le cas où vous êtes imposable à l'impôt sur les sociétés, l'économie d'impôt, grâce à cet amortissement de votre patientèle, sera de, comme vous pouvez le voir, 5 000 euros par an, soit 50 000 sur 10 ans. Donc, c'est vrai que c'est dommage de ne pas le prendre en compte. Voilà. Et donc, moi, les fois où j'en ai parlé avec mes clients, ce qui est ressorti, c'est vraiment, en fait, les problématiques avec l'ordre. Parce que, en fait, mes clients me disaient, non, mais OK, mais dès qu'on change de structure, ça va être compliqué. Il faut gérer les relations avec l'ordre. C'est chronophage, c'est compliqué. Et là, ça justifie encore plus la coopération qu'on peut avoir avec Mylène parce que Mylène est vraiment familière de ces sujets-là. Dans l'esprit des praticiens, il y a un frein qui est assez récurrent, c'est le fait de devoir faire des démarches auprès de l'ordre, et l'ordre fait toujours un petit peu peur. Il faut absolument dédramatiser cette question, il faut pas avoir peur de l'ordre. Vous avez simplement, en qualité de praticien, l'obligation de transmettre tous les actes que vous concluez dans le cadre de votre activité professionnelle à l'ordre dans le délai d'1 mois. C'est une obligation qui malheureusement est pas toujours très respectée, mais dans les faits, vous êtes obligé de le faire. Et évidemment, lorsque on cède une patientèle, un fonds, ou alors qu'on restructure son activité, là c'est imparable, il faut absolument transmettre les actes dans le délai d'1 mois. Pourquoi on transmet ces actes? Parce que l'ordre va vérifier la conformité de ces actes, qui sont conclus pour les besoins de l'activité professionnelle, à la déontologie. Donc c'est quelque chose qui permet de garantir que le praticien va avoir un environnement contractuel qui va être conforme à la déontologie. Initialement, c'était surtout destiné à protéger les professionnels de santé pour qu'ils ne concluent pas d'engagement vis-à-vis des tiers qui porteraient atteinte notamment à leur indépendance et notamment leur indépendance financière. Aujourd'hui, on assiste à un mouvement de financiarisation des activités de santé qui donne lieu à des contrôles de plus en plus poussés des ordres, qui parfois vont même au-delà de ce que les textes leur demandent de faire, et tout ça surajouté et associé à la réforme du droit des selles fait qu'aujourd'hui, effectivement, les ordres sont vraiment très attentifs, même si parfois ils sont un petit peu dépassés et débordés par ces questions. Toujours est-il que lorsque vous cédez votre fonds ou que vous achetez un fonds sans promesse, globalement, on va avoir uniquement l'acte de cession, et donc on va l'envoyer à l'ordre dans le délai d'1 mois suivant la signature, et donc là, l'ordre va regarder cet acte dans des délais qui peuvent varier selon les conseils de l'ordre, puisque ce sont des conseils départementaux et tous n'ont pas la même charge de travail et la même équipe administrative pour vérifier. Et donc le jour où ils ont vérifié, soit ils vous disent l'acte est nickel, c'est bon pour nous, il n'y a pas de problème, soit ils vous disent l'acte nous convient, mais il y a quelques petites modifications à faire, et dans ce cas-là, il faut absolument modifier très vite pour éviter d'être bloqué dans son exercice professionnel, et donc dans ce cas-là, il faut conclure un avenant qui permet de tenir compte des modifications sollicitées par l'ordre. En cas de promesse, donc dans le cas par exemple où vous allez souscrire un emprunt pour pouvoir acheter un fonds, les choses sont beaucoup plus simples, puisque vous le savez, c'est un petit peu comme quand on achète une maison, on signe une promesse et généralement on se laisse un délai de 3 mois pour rédiger l'acte réitératif. Et donc généralement, on signe la promesse, on l'envoie à l'ordre, et l'ordre a la possibilité de nous faire valoir ses observations, et ces observations, on pourra les intégrer dans l'acte réitératif. Et ce n'est qu'au moment de l'acte réitératif que la cession prendra
véritablement effet. Donc là, le risque de blocage, il est quand même moindre parce que ça évite qu'on ait à faire un avenant un petit peu dans l'urgence. Toujours est-il que, je vous l'ai indiqué, ce contrôle, il est destiné à vous protéger, même si dans les faits, on constate que ça a tendance à uniformiser les opérations parce que l'ordre a des référentiels et il souhaite que les opérations correspondent à ces référentiels. Et donc, il est important de faire appel à des avocats, des experts comptables, en tout cas à des personnes qui sont à même de vous conseiller et de connaître ces référentiels pour ne pas perdre du temps à faire un acte, devoir le refaire, le modifier en catastrophe, dans l'urgence, etc. C'est vraiment important, voilà, ça permet de fluidifier les relations avec l'ordre qui, encore une fois, sont pas destinées à constituer des contraintes, mais véritablement à vous protéger en tant que professionnel de santé. Donc, voilà pour les relations avec l'ordre. Maintenant, il faut pas se dire que parce qu'on a loupé cet avantage fiscal qui se termine fin 2025, on ne pourra plus envisager de structuration d'activité ou de cession de fonds, puisqu'il y a d'autres possibilités qui peuvent être mises en œuvre à partir de 2026. Et donc, je vais laisser la parole à Julie pour nous exposer ces dispositifs qui seront maintenus normalement. Donc, certes, nous avons cette niche fiscale qui se termine le 31 décembre en cas d'acquisition de la patientèle auprès d'un confrère, je le répète, ou d'association avec l'apport de votre patientèle à une structure, à une société d'exercice libéral le plus souvent. Donc, on a ça qui peut certes amener une bonne économie d'impôt, mais ça vaut toujours le coup de restructurer, enfin, en tout cas d'essayer d'optimiser son activité. Et notamment, que je constate le plus souvent, c'est que énormément de praticiens restent sous la forme d'une entreprise individuelle. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tout leur bénéfice net est taxé à l'impôt sur le revenu. Donc, je rappelle que l'impôt sur le revenu, ça va jusqu'à 45% d'imposition, 45% à partir de 180 000 euros de revenus imposables. Donc, juste pour vous montrer la pression fiscale, impôt sur le revenu et URSSAF, pour vous donner un petit exemple chiffré. Donc, une personne qui va être restée sous la forme d'une entreprise individuelle, qui fait un chiffre d'affaires de 250 000 euros par an, mais qui aurait donc 250 000 euros par an de recettes et qui aurait en parallèle 50 000 euros de charges par an. Donc, son bénéfice net serait de 100 000. On voit que dans ce cas-là, il aurait à peu près 55 000 euros cotisations et contributions, donc l'URSSAF, et 45 000 euros d'impôt sur le revenu. Donc, ça veut dire que sur son bénéfice net, il ne récupère que la moitié. C'est quand même une pression fiscale de 50%, ce qui est énorme. Donc, se pose vraiment la question dans ces cas-là de passer sous la forme d'une société d'exercice libéral qui va être soumise à l'impôt sur les sociétés. C'est intéressant, a fortiori lorsque vous n'avez pas besoin de verser tout le bénéfice net en tant que rémunération, que vous pouvez stocker et laisser une partie de bénéfice au niveau de la société. Pourquoi c'est intéressant? Parce que ce stockage, cette trésorerie, prenons un exemple de 20 000 euros qui reste dans la société, ne va être imposé que à l'impôt sur les sociétés, soit 25%. L'avantage est flagrant lorsqu'on compare 45% d'impôt sur le revenu versus un taux à 25%. On gagne 20 points d'imposition sur la perçue qu'on ne se verse pas en rémunération. C'est plutôt intéressant. Concrètement, on pourra ainsi établir une économie d'impôt de 4 000 euros par an, soit 40 000 euros sur 10 ans. Un URSSAF réduit parce que vos rémunérations diminuent et évidemment une trésorerie supplémentaire. Donc voilà, c'est vraiment le fil directeur, c'est de dire à n'importe quel moment, on a des outils pour vous aider à optimiser votre situation. Et juste pour conclure sur ces exemples-là, je vous montre juste le résultat dans l'hypothèse
On pourrait cumuler l'amortissement de la patientèle et un passage sous forme de SEL sur 10 ans. D'après les exemples qu'on a pris juste avant, on aurait 50 000 euros d'économie d'impôt pour l'amortissement et 40 000 euros pour le bénéfice qui resterait au niveau de la société, soit 90 000 euros d'économie sur 10 ans. À mon avis, on ne peut pas trouver de meilleur placement. Voilà, c'est vraiment le message qu'on voulait faire passer aujourd'hui. L'idée, c'est que en toute légalité, on a vraiment des moyens d'optimiser. Donc voilà, même si on a davantage jusqu'au 31/12/2025, mais n'hésitez pas, même si vous vous posez des questions par la suite. En attendant de savoir voilà. si les différents participants ont des questions, peut-être que tu peux nous éclairer sur... Alors, tu nous as indiqué qu'effectivement, c'était plus avantageux d'exercer en société plutôt qu'en entreprise individuelle à partir d'un certain nombre, enfin, à partir d'un certain chiffre d'affaires, et surtout lorsque les praticiens n'avaient pas forcément besoin de tout ce qu'ils gagnaient pour vivre et donc ils pouvaient laisser quelques économies dans la société. Est-ce que tu aurais un seuil à partir duquel il faut se poser la question de transformer son entreprise individuelle en SEL, ou ça dépend vraiment de cas par cas et d'analyse? Enfin, à partir de quel chiffre d'affaires tu conseillerais de consulter un fiscaliste? Oui, en effet. Alors concrètement, c'est lorsque votre bénéfice commence à être imposé aux tranches marginales, donc à 41% essentiellement et 45% d'impôt sur le revenu. Donc autour de, je dirais, 140 000 euros de bénéfices. Il convient vraiment d'essayer de passer en société pour voilà, en fonction de ce que vous pouvez laisser dans la société. Mais voilà, après, même dans tous les cas, ça peut être intéressant parce qu'après, on a d'autres dispositifs, des crédits d'impôt et des choses comme ça qui peuvent, voilà. Mais donc, à partir de, je dirais, 140 000 euros, c'est vraiment intéressant d'avoir recours à la selle. D'accord. Et donc du coup, tu te fondes plutôt sur le bénéfice plutôt que sur les recettes, parce qu'il y a certaines c'est vrai que d'une profession à l'autre, alors là, on s'adresse particulièrement aux chirurgiens dentistes, mais même au sein des cabinets dentaires, certains facturent beaucoup, mais ont d'importantes charges parce qu'ils vont avoir beaucoup de personnel, du matériel très très onéreux, parce qu'ils vont avoir un loyer très cher, parce qu'ils vont être dans des grandes villes. Ce que tu considères qu'il faut vraiment davantage regarder le résultat, c'est-à-dire ce qu'on déclare aux impôts à la fin de l'année quand on est en entreprise individuelle. Tout à fait. Oui, tout à fait, parce que c'est vraiment, en fait, on regarde le résultat imposable. Donc, c'est-à-dire après déduction des charges, en effet. Ok. Si jamais vous aviez des questions par la suite, on reste, Mylène et moi, à votre disposition, bien sûr, voilà, pour répondre à vos différentes questions. Moi, j'avais une question. Parce qu'on m'a posé la question il n'y a pas très longtemps, on me demandait si c'était pas plus, au lieu de passer en SEL, de passer en EI à l'IS. Oui, c'est pas très exploité comme solution parce que c'est assez récent. Mais oui, c'est une possibilité également. On aura les mêmes économies d'impôts. Les économies d'impôts que je viens de présenter, ça vaut également pour l'entreprise individuelle à l'IS. La différence, ça va être notamment si vous voulez vous associer. Ce n'est pas possible dans le cadre d'une entreprise individuelle. C'est vraiment ça qui va être le critère clé. Après, dans certains secteurs, ça peut être le fait que les clients, patients, etc. vont regarder quel est le type de structure et vont peut-être avoir plus facilement aller vers une structure qui est une société qui est distincte, donc sous forme de TELAS ou en tout cas de société d'exercice libérale. Voilà, mais ça s'applique peut-être un peu moins pour les chirurgiens dentistes. Donc oui, vraiment le critère, ça va être est-ce que vous souhaitez vous associer un jour, et ça évite d'avoir à faire des démarches également pour protéger son patrimoine privé, parce que par définition, la société a son patrimoine distinct.
Donc voilà. Sur ce point, j'ajouterais peut-être, pour répondre à la question, que effectivement le choix entre la CELARL unipersonnelle, c'est-à-dire on est tout seul mais on constitue quand même une société, et l'entreprise individuelle à l'IS, c'est que lorsque le praticien a besoin de faire des investissements importants, ce qui constitue parfois un risque financier, il est bien d'avoir une société pour faire écran face à ce risque financier. Et donc, ça peut être un élément à prendre en compte dans la réflexion. Voilà. Je ne sais pas si tout à fait, c'est vrai. On a une nouvelle question. Oui. Oui, bonjour, vous m'entendez? Oui. Oui, bonjour. Alors, je suis désolée, j'ai raté le début. Vous y avez peut-être répondu. Moi, je suis profession libérale, mais avocate. Je ne suis pas dans le médical. Je suis en EI à l'IR aujourd'hui et je me pose la question de créer ma structure. Est-ce que passer en CELAR, le fonds libéral, ça marche, ou bien c'est vraiment, comme vous avez dit dans votre présentation, là, le slide 2, il faut apporter, enfin, il faut avoir un apport de clientèle, ou enfin voilà, est-ce que dans un schéma où finalement on est en EI tout seul, individuel, ça peut fonctionner quand même? Et deuxièmement, le timing, c'est-à-dire si oui, ça marche, là on arrive fin septembre, est-ce que pour le mettre en place d'ici le 31 décembre, est-ce que c'est réaliste, ou voilà, où il y a un formalisme qui fait que c'est long? Alors, pour répondre à vos deux questions, tout d'abord, le fait de constituer une CELAR, bon alors déjà, ces avantages-là, l'amortissement du fonds libéral marche pour toutes les professions libérales, que ce soit en santé ou en droit. Là, aucun problème. Il y a juste un cas dans lequel ce n'est pas applicable, c'est lorsque l'on fait un rachat à soi-même. C'est-à-dire si là, par exemple, vous passez en CELARL, vous allez apporter votre clientèle à cette CELARL. Si vous êtes associé unique, ça ne fonctionnera pas, parce qu'on considérera que vous utilisez cette constitution de société uniquement pour bénéficier de cet avantage fiscal. Donc dans ce cas-là, c'est rejeté. C'est que dans le cas où on s'associe que ça fonctionne. Néanmoins, là, par exemple, dans votre cas, ça n'enlève rien au bénéfice de la CELARL. Oui. Vous aurez peut-être une économie d'impôt un peu inférieure, mais économie d'impôt quand même. Donc voilà. Si vous n'avez pas besoin de tout vous distribuer, surtout, il y a vraiment un intérêt à constituer une CELARL pour éviter d'arriver dans les tranches à 41 ou 45% d'imposition. Ouais. Du coup, il y a moins d'urgence puisque le dispositif fiscal qui se termine. Oui, voilà. Dans ce cas-là, il y a un peu moins d'urgence, même si là, avec l'ordre, pour l'avoir fait pour plusieurs de mes clients, là, par exemple, ce serait faisable d'ici le 31/12, parce qu'on a, pareil, c'est les relations avec l'ordre qui sont à gérer, mais c'est largement faisable parce qu'il y a plusieurs conseils de l'ordre d'ici la fin de l'année. En fait, ça peut être l'avantage, ça peut être justement d'avoir des charges supplémentaires à faire passer en 2025 si vous n'en avez pas encore suffisamment, parce que tous les frais de constitution constitueront des charges là que vous pourrez faire passer prochainement. Et donc, ça veut dire que votre dernier résultat imposable à l'impôt sur le revenu, avant de passer une imposition à l'impôt sur les sociétés, sera minoré de ces charges de constitution, frais de greffe, etc. D'accord. C'est un point à prendre en compte quand même qui est intéressant. D'accord. Ok, merci beaucoup. Ouais. Est-ce qu'on a d'autres questions? Bon, je pense qu'on a tenu le timing d'une demi-heure puisqu'il est 13h15. Donc on va pouvoir vous laisser et vous souhaiter un très bon appétit. Évidemment, on est à votre disposition si vous avez des questions complémentaires à nous poser, peut-être en privé. Et donc du coup, vous avez nos coordonnées qui s'affichent à l'écran, n'hésitez pas. Et on vous souhaite une bonne journée. Merci beaucoup, merci à tous, très bonne journée. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir.